Je m'appelle Martine Dubois et j'ai 58 ans. J'ai travaillé toute ma vie aux côtés de mon mari pour bâtir notre entreprise familiale, une chaîne de supermarchés qui couvre aujourd'hui toute notre région. Nous avons commencé avec une petite boutique en centre-ville, travaillant du matin au soir, comptant chaque centime. Aujourd'hui, nous avons 23 magasins. Je suis à la retraite et je passe plus de temps à la maison pour m'occuper d'Emilien. Mon mari est diabétique. Il a 62 ans. Il dirigeait autrefois une société de transport, mais aujourd'hui, il quitte à peine la maison. La maladie s'est installée sans crier gare. D'abord, juste de la fatigue, puis des problèmes aux jambes, et maintenant, il a même du mal à se rendre dans le jardin. Nous avons 2 enfants. Daniel a 32 ans. Il est avocat et travaille dans notre entreprise familiale. Et Chloé a 30 ans. Elle est pédiatre dans une clinique privée. Nous vivons dans une grande maison en périphérie, dans l'un des quartiers les plus prisés de notre petite ville. Nous avons construit cette maison nous-mêmes, quand les affaires ont décollé. Et je pensais que ma vie était paisible et sans histoire, jusqu'à ce que tout cela arrive. Ce soir-là a commencé comme d'habitude. Émilien était assis dans son fauteuil préféré dans la bibliothèque, et je lui servais sa tisane et ses pilules. Le docteur Chevalier avait récemment ajusté son traitement et mon mari se sentait un peu mieux. Il avait même réussi à aller au bureau aujourd'hui, bien qu'il n'y soit resté qu'1 heure. Après le dîner, nous passions souvent du temps dans cette pièce. C'était la plus confortable de la maison, avec ses hautes bibliothèques en bois sombre et sa grande fenêtre donnant sur le jardin. Émilien aimait y lire le journal pendant que je faisais de la couture ou que je triais des photos de famille. Il commençait déjà à faire nuit dehors, mais la maison était chaleureuse et douillette. « Regarde ce que j'ai trouvé », dis-je en sortant un vieil album photo d'une ancienne commode. Émilien posa son journal et se rapprocha. Ses mouvements étaient difficiles, mais il ne se plaignait jamais. J'ouvris l'album à une page avec des photos d'enfance de Daniel et Chloé. Sur l'une d'elles, ils se tenaient près du sapin de Noël, Daniel tenant un camion jouet et Chloé une poupée en robe blanche. Ils devaient avoir 5 et 6 ans. Je me souvenais parfaitement de ce jour. Nous venions d'emménager dans la nouvelle maison et c'était notre premier Noël ici. « Tu te souviens comme ils se chamaillaient pour les cadeaux ?» demandai-je en souriant. Daniel voulait toujours la même chose que sa sœur, répondit Émilien, le regard attendri. Et Chloé partageait tout sans discuter. Elle est toujours comme ça aujourd'hui. Je tournai la page. Ici, ils étaient plus âgés, sur une plage de la Côte d'Azur. Daniel construisait un château de sable et Chloé lisait un livre sous un parasol. Déjà à l'époque, ils avaient des personnalités si différentes. Mon fils avait toujours été actif, agité, voulant tout essayer en même temps. Ma fille, au contraire, était raisonnable et calme depuis l'enfance, comme si elle était née adulte. Mon mari et moi plaisantions souvent en disant que les personnalités de nos enfants s'étaient inversées. Nous attendions plus de sérieux de Daniel et plus de légèreté de Chloé. Les enfants ont bien grandi, remarqua mon mari, en regardant une photo des 2 enfants l'aidant à décharger des marchandises dans l'un de nos premiers magasins. Ils étaient toujours prêts à aider. Oui, ils étaient toujours là quand nous avions besoin d'aide, acquiesçai-je. Daniel aimait particulièrement être dans les magasins, poser des questions sur les produits, sur la gestion des stocks. Nous pensions qu'il suivrait nos traces et deviendrait homme d'affaires, mais il a choisi le droit, et nous ne nous y sommes pas opposés. Une bonne éducation est toujours une bonne chose, et des connaissances juridiques sont utiles dans n'importe quel domaine. Quand il a obtenu son diplôme, nous lui avons proposé un poste dans notre entreprise et il a accepté. Au début, il travaillait vraiment avec enthousiasme, s'occupant des documents, aidant à rédiger les contrats. Émilien devint soudain sombre, le regard lointain. Maintenant, Daniel vient au bureau quand il veut. Il dit qu'il peut travailler de la maison. Peut-être que c'est vraiment plus pratique pour lui. Tentai-je de justifier mon fils. Martine. Il est avocat, pas programmeur. Quel genre de travail peut-il faire de la maison? Les contrats doivent être discutés avec des gens. Il faut rencontrer les fournisseurs. Il faut résoudre les problèmes. Et lui, il reste assis chez lui en disant que tout peut se faire par téléphone. Je savais que mon mari avait raison, mais je ne voulais pas y penser. Ces derniers mois, j'avais remarqué que Daniel était devenu distrait et inattentif. Quand il venait au bureau, il avait souvent l'air fatigué, même si c'était le matin. Plusieurs fois, je suis entrée dans son bureau et je l'ai trouvé endormi sur son bureau. Il disait qu'il ne dormait pas bien à la maison parce que Céline laissait la télévision allumée toute la nuit. Peut-être qu'il a des problèmes dans son mariage, suggérai-je.
Je ne sais pas, Émilien secoua la tête. Mais quelque chose ne va décidément pas. Je voulais dire quelque chose, mais à ce moment-là, la sonnette retentit. Maria, notre employée de maison, était déjà partie. Alors je suis allée ouvrir moi-même. Maria travaillait pour nous depuis plus de 10 ans et était une femme très fiable. Mais elle partait toujours à 18 heures précises. Elle avait des adolescents à la maison. Sur le seuil se tenait Françoise Morin, ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. Elle tenait un petit bouquet de roses de sa boutique de fleurs. « Désolée d'être si tard », dit-elle en entrant. Mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'ai vu hier. Françoise était une femme directe qui ne tournait jamais autour du pot. Nous nous sommes rencontrés alors qu'elle venait d'ouvrir sa boutique et que je l'aidais avec les formalités administratives. À l'époque, c'était une jeune femme divorcée avec un jeune fils, mais maintenant, c'était une femme d'affaires prospère. Son fils étudiait déjà à l'université dans la capitale, et elle pouvait consacrer plus de temps à elle-même et à ses amis. Depuis, nous étions devenus très proches. C'était la seule personne à qui je pouvais tout dire. Nous nous voyions presque tous les jours, soit dans sa boutique, soit chez moi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en la conduisant à la bibliothèque. « Bonsoir, Émilien, salua Françoise. Désolée de vous déranger. »« Toujours heureux de te voir, » répondit mon mari. Mais je remarquai qu'il se raidissait. Émilien connaissait bien mon amie et comprenait que si elle venait à une heure pareille avec une expression si sérieuse, les nouvelles ne seraient pas bonnes. Françoise s'assit sur le canapé en face de nous, rassemblant manifestement ses esprits. Elle retira son gilet léger et le posa soigneusement à côté d'elle. « Martine, hier, j'étais au casino Le Phénix avec ma nièce. Elle voulait fêter sa promotion, et là-bas, j'ai vu Daniel. » Mon cœur rata un battement, mais j'essayai de rester calme. Le casino Le Phénix se trouvait dans une ville voisine, à environ 1 heure de route de chez nous. C'était un établissement assez cher, fréquenté par des gens fortunés. Je n'y étais jamais allé, mais j'avais entendu dire que l'intérieur était luxueux et les mises élevées. « Et alors ?» demandai-je avec une indifférence feinte. Peut-être qu'il félicitait quelqu'un, lui aussi. Il était seul, continua Françoise. Il était assis à une table de poker, et à en juger par son allure, ce n'était pas sa première fois là-bas. Le croupier le connaissait. Il parlait comme de vieux amis. « Combien de temps est-il resté ?» demanda Émilien. Quand nous sommes arrivés, il jouait déjà. Nous sommes restés environ 3 heures et il n'a pas quitté la table de tout ce temps. Au début, il gagnait, puis il perdait, puis il misait à nouveau. Je l'ai vu sortir de l'argent de son portefeuille. Émilien posa lentement sa tasse sur la table. « Es-tu sûr que c'était lui ? » « Bien sûr que j'en suis sûr. Je connais ton fils depuis qu'il est enfant. Il n'a pas beaucoup changé, sauf qu'il a l'air, comment dire, plus mûr, je suppose, fatigué. » Je me sentis me crisper intérieurement, mais j'espérais toujours que c'était un malentendu. Peut-être qu'il s'amusait juste. Jouer aux cartes une fois n'est pas un crime. Martine. Françoise me regarda avec compassion. Il est resté là plus de 3 heures. Je l'ai vu perdre de l'argent sans sourciller. Seules les personnes habituées à dépenser de l'argent comme ça peuvent être aussi calmes. Ou celles qui ne jouent pas avec leur propre argent, ajouta sombrement Émilien. Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Je ne voulais pas y penser, mais le lien était évident. Daniel avait accès au compte familial, tout comme Chloé. Nous avions ouvert ces comptes pour que les enfants n'aient pas à s'inquiéter de l'argent, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur carrière et leur vie personnelle. Nous virions 2 000 € par mois à chaque enfant, assez pour une vie décente. Ça ne veut pas dire qu'ils dépensent l'argent de la famille, dis-je. Mais ma voix manquait d'assurance. Bien sûr que non, acquiesça Françoise. Mais Martine, tu sais, je ne te dirai pas ça comme ça. Je m'inquiète pour toi, pour toute la famille. Françoise avait toujours traité nos enfants comme ses propres neveux et nièces. Elle les avait vus grandir, s'était réjouie de leur succès et s'était inquiétée de leurs problèmes. Quand Daniel s'est marié, elle a aidé à organiser le mariage, a fait les bouquets et les décorations. Quand Chloé a obtenu son diplôme de médecine, Françoise a été la première à la féliciter. Émilien se redressa soudainement dans son fauteuil. « Tu sais, maintenant je comprends ce qui me tracassait. Dernièrement, Daniel reçoit d'étranges appels téléphoniques. J'ai répondu plusieurs fois au téléphone fixe quand il est passé, et j'ai entendu des voix inconnues. »« Quel genre de voix ?» demandai-je. Des hommes qui parlaient d'un ton sec, désagréable.
Il le demandait spécifiquement et semblait insistant, pas comme des partenaires commerciaux, mais comme des gens qui exigent quelque chose. C'est peut-être lié au travail, suggérai-je. Nous avons des fournisseurs qui pourraient être mécontents des conditions. Non, mon mari secoua la tête. Ce n'étaient pas des appels professionnels. Une fois, un homme a dit, « Dites à Daniel que le temps presse. » J'ai demandé le temps pourquoi, et il a répondu, « Il sait. » Et il a raccroché. Tu en as parlé à Daniel? Bien sûr. Il a dit que c'était un malentendu, que quelqu'un avait dû se tromper de numéro. Mais je l'ai vu pâlir quand je lui ai transmis le message. C'était quand? Demanda Françoise. Il y a environ 3 semaines. Et puis il y a eu plusieurs autres appels. Maintenant, quand Daniel vient chez nous, il éteint immédiatement le téléphone fixe. Françoise et Émilien échangèrent un regard. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds, mais je ne voulais toujours pas croire au pire. Peut-être qu'on se fait des idées, dis-je. Daniel est un adulte. Il a une femme, un travail. S'il y avait de graves problèmes, nous le saurions. Céline nous l'aurait dit. Martine, dit doucement Françoise. Quand as-tu vu Céline pour la dernière fois? Elle te rendait souvent visite. J'y ai réfléchi. C'était vrai. Ma belle-fille n'était pas venue chez nous depuis plusieurs semaines. Elle venait habituellement le dimanche. Nous buvions le café sur la terrasse, discutions des affaires familiales, faisions des projets. Céline était toujours polie, mais je sentais qu'elle gardait ses distances. Elle ne m'a jamais appelée maman, comme je l'avais espéré, s'adressant toujours à moi par mon prénom, mais j'attribuais cela aux manières modernes. Elle est probablement occupée par son travail, répondis-je. Elle a un salon de beauté et beaucoup de clientes. Ou elle ne veut pas que tu te doutes de quelque chose, remarqua Émilien. Que veux-tu dire? Si Daniel a vraiment des problèmes d'argent, Céline le sait. Ils vivent ensemble, et elle sait que si elle passe beaucoup de temps avec nous, elle pourrait laisser échapper quelque chose. La logique de mon mari était inattaquable. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes. L'album avec les photos d'enfance était ouvert sur la table, et les visages heureux de Daniel et Chloé nous regardaient depuis le passé. Quelque part au fond de moi, je savais que mon ami n'inventerait pas une chose pareille. Françoise avait toujours été prudente dans ses jugements. Et si elle avait décidé de m'en parler, cela signifiait qu'elle était vraiment inquiète. Qu'est-ce qu'on doit faire? Demandai-je enfin. Lui parler, suggéra Émilien. Et si nous nous trompons? S'il se rend compte que nous le suivons? Que nous ne lui faisons pas confiance? Martine, dit Françoise. Mieux vaut se tromper que de le regretter plus tard. S'il y a vraiment un problème avec Daniel, plus tôt vous le saurez, mieux ce sera pour tout le monde. Et s'il nie? Alors parle à Chloé, suggéra mon ami. C'est sa sœur. Elle en sait peut-être plus qu'elle ne nous le dit. Je pensais à ma fille. Chloé a toujours été honnête et directe. Elle ne nous a jamais menti, même enfant. Si elle sait quelque chose sur les problèmes de son frère, elle me le dira. Mais pourquoi garde-t-elle le silence? Peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas nous contrarier. D'accord, dis-je. Je lui parlerai demain matin. Et ensuite, avec Daniel, ajouta Émilien. Oui, ensuite avec Daniel. Françoise se leva, prête à partir. Je suis désolée de vous apporter de telles nouvelles, mais je ne pouvais pas me taire. Tu as bien fait, dit Émilien. Merci. Je raccompagnai mon ami à la porte. Il faisait frais dehors, et le lampadaire éclairait le portail de notre maison. Françoise me serra dans ses bras pour me dire au revoir. Tout ira bien, dit-elle. L'important, c'est que tu saches maintenant et que tu puisses aider. S'il nous laisse l'aider, répondis-je. Il le fera. C'est votre fils. Je fermai la porte et retournai à la bibliothèque. Émilien était assis dans le même fauteuil, mais il avait fermé l'album et l'avait rangé dans la commode. Les visages heureux des enfants avaient disparu, et je réalisai soudain que notre vie paisible pourrait bientôt changer radicalement. Que allons-nous faire? Demandai-je. Ce que nous aurions dû faire avant. Parler aux enfants. S'intéresser à leur vie, pas seulement pendant les vacances. Mon mari avait raison. Ces dernières années, nous nous étions vraiment éloignés de nos enfants. Ils avaient grandi. Ils avaient leur propre famille, leurs propres problèmes. Nous leur donnions de l'argent, pensant que c'était suffisant. Mais apparemment, nous nous trompions. Martine, dit Émilien.
Je pense que nous devrions aussi vérifier combien d'argent Daniel dépense sur le compte familial. Peut-être qu'il retire plus que nous ne le pensons. Tu penses qu'il pourrait prendre de l'argent au-delà des 2 000 € que nous lui virons? Je ne sais pas. Mais il y a toujours de l'argent sur le compte pour les dépenses imprévues. Peut-être a-t-il décidé qu'il avait le droit de l'utiliser. Cette pensée m'alarma. Nous gardions en effet de l'argent sur les comptes des enfants pour les urgences, pour les gros achats, mais nous ne leur avions jamais dit qu'ils pouvaient utiliser cet argent librement. Nous vérifierons demain, dis-je. Essayons de dormir un peu. Mais je savais que je n'arriverais pas à dormir. Trop de pensées inquiétantes me trottaient dans la tête. Notre fils pourrait avoir de graves ennuis et nous n'en savions rien. Le pire, c'est que, sans le vouloir, nous aurions pu contribuer à ses problèmes en lui donnant accès à l'argent sans surveillance adéquate. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, vers 6 heures du matin. Émilien dormait encore, respirant lourdement mais régulièrement. La maladie sapait ses forces, et j'essayais de ne pas le réveiller sans nécessité. Je me suis levée sans bruit, j'ai enfilé mon peignoir et je suis allée à la cuisine. Maria n'était pas encore arrivée, et je ne pouvais plus rester au lit. La conversation de la veille avec Françoise m'avait tenue éveillée toute la nuit. Je me suis fait un café et je me suis assise près de la fenêtre donnant sur la cour. Notre jardin était ma fierté, les rosiers que j'avais plantés de mes propres mains, les arbres fruitiers, la petite fontaine au centre. Maintenant, dans le silence matinal, tout paraissait paisible et familier. Mais je savais que cette paix était trompeuse. Je devais découvrir la vérité sur mon fils, et je n'étais pas sûre d'être prête pour ce que j'allais entendre. À 7 heures, j'ai décidé d'appeler Chloé. Je savais qu'elle se levait toujours tôt pour se préparer à aller travailler à la clinique. Ma fille était pédiatre dans l'une des cliniques privées les plus prestigieuses de la ville. Elle avait fait ses études de médecine dans la capitale, puis un internat en Suisse. Nous étions fiers de ses réalisations, bien que nous soyons inquiets qu'elle ne soit toujours pas mariée. Chloé disait toujours que son travail était plus important pour elle que la famille, qu'elle n'avait pas encore rencontré l'homme qu'il lui fallait. J'ai composé son numéro de portable. Ma fille a répondu presque immédiatement. « Maman, sitôt. Qu'est-ce qui ne va pas? » « Bonjour, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ton père va bien. Je voulais te parler de Daniel. » Une courte pause. J'ai senti ma fille se tendre. « Quoi, à son sujet? » « Chloé, je veux que tu sois honnête avec moi. Hier, Françoise m'a dit qu'elle avait vu ton frère au casino. Il dépensait beaucoup d'argent au jeu. » Une autre pause. Celle-ci plus longue. « Maman, je suis au travail en ce moment. On peut en parler ce soir? » Non, ma chérie. J'ai besoin de savoir la vérité maintenant. Ton père est malade. J'ai assez de soucis comme ça, et je ne veux pas y ajouter des problèmes avec mon fils. Sais-tu quelque chose sur ses passe-temps? J'entendis ma fille soupirer lourdement. Maman, c'est difficile à expliquer par téléphone. Alors explique-le simplement. Oui ou non? Ton frère a-t-il un problème de jeu? Oui, répondit Chloé à voix basse. Oui, il a un problème. Mon cœur se serra. J'avais espéré jusqu'au dernier moment que Françoise se trompait, que tout n'était qu'un malentendu. Mais maintenant, ma propre fille confirmait mes pires craintes. Depuis combien de temps ça dure? Environ 1 an, peut-être plus. Au début, il jouait occasionnellement, en disant que c'était juste pour s'amuser. Puis de plus en plus souvent, et ces derniers mois. Et ces derniers mois. Maman, il perd beaucoup d'argent, plus qu'il n'en gagne. Beaucoup plus. Je sentis mon cœur se serrer de peur. Où trouve-t-il l'argent? Je pense que tu sais où, dit Chloé avec douleur. Il utilise le compte familial, celui que vous avez ouvert pour nous. Mais il ne peut pas y avoir autant d'argent dessus. Nous vous virons 2 000 € par mois. Maman, et les comptes de l'entreprise. Je réalisais que nous avions fait une erreur. En donnant à nos enfants l'accès à l'argent, nous avions décidé de ne pas nous immiscer dans leurs affaires financières. Nous pensions qu'ils étaient adultes et qu'ils avaient le droit de gérer leurs propres fonds. Mais maintenant, je comprenais qu'un contrôle était nécessaire. Chloé, sais-tu combien il perd? Je ne sais pas exactement, mais il y a 1 mois, il est venu chez moi et m'a demandé de lui prêter de l'argent. Il a dit qu'il avait des difficultés passagères et qu'il avait besoin de 5 000 €. Tu les lui as donnés? Non. Je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de cet argent. Il a dit qu'il devait de l'argent à des gens et que c'était important. J'ai proposé de vous en parler,
mais il m'a demandé de ne rien dire à papa et toi. Et tu t'es tue. Je ne pouvais cacher le reproche dans ma voix. Maman, je ne savais pas quoi faire. C'est mon frère. Je pensais qu'il pourrait s'en sortir tout seul. Que ce n'était qu'une phase temporaire. Quel genre de personne? Chloé. À qui doit-il de l'argent? Je ne sais pas exactement, mais il a dit que ces gens ne plaisantent pas. Qu'il a jusqu'à la fin du mois pour les rembourser. La fin du mois, c'est dans une semaine. Oui. Je me suis levée et j'ai commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Mes mains tremblaient et je pouvais à peine tenir le téléphone. Ma fille, et Céline? Elle est au courant? Bien sûr qu'elle est au courant. Ils vivent ensemble. Mais elle n'essaie pas de l'arrêter. Parfois, j'ai l'impression qu'elle l'encourage même. Que veux-tu dire? Quand il gagne, elle est heureuse, achète des choses chères, fait des projets d'avenir. Et quand il perd, elle n'est pas en colère contre le jeu. Elle est en colère parce qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est comme si le problème n'était pas qu'il joue, mais qu'il joue sans succès. Ces mots m'ont finalement convaincu que la situation était plus grave que je ne le pensais. Céline non seulement connaissait les problèmes de son mari, mais elle en faisait peut-être partie. Chloé, je dois parler à ton frère. Maman, il ne l'admettra pas. Il m'a dit plusieurs fois que tout était sous contrôle, qu'il allait bientôt gagner une grosse somme et rembourser ses dettes. J'essaierai quand même. Fais attention. Il est très nerveux en ce moment. Il pourrait s'emporter. D'accord, ma chérie. Merci de m'avoir dit la vérité. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Je vais d'abord lui parler, puis mon père et moi déciderons. S'il te plaît, ne dis pas les détails à papa. Il est déjà malade. Inutile de le contrarier davantage. On verra, Chloé. À ce soir. J'ai mis fin à l'appel et je me suis rassise près de la fenêtre. Le café avait refroidi, mais je prenais machinalement de petites gorgées. Nos pires craintes s'étaient donc confirmées. Daniel jouait effectivement, dépensait l'argent de la famille et s'endettait auprès de gens louches. Et sa femme, au lieu de l'aider à arrêter, encourageait cette folie. Maria est arrivée à 8 heures du matin. Je lui ai dit qu'Émilien dormait encore et que j'avais des choses importantes à faire. Je lui ai demandé de lui préparer le petit déjeuner à son réveil et de lui dire que je serais de retour pour le déjeuner. Maria était une femme pleine de tact. Elle n'a posé aucune question superflue, a juste hoché la tête et est allée à la cuisine pour préparer le repas. Je me suis habillée, j'ai pris mon sac à main et les clés de la voiture. Aller voir mon fils était désagréable, mais nécessaire. Je devais entendre la vérité de sa bouche, comprendre la gravité de la situation et peut-être, trouver un moyen de l'aider. Daniel et Céline vivaient dans un quartier prestigieux au nord de la ville. C'était un nouveau quartier où l'on construisait des maisons chères pour les gens qui avaient réussi. Nous les avions aidés avec l'acompte lorsqu'ils ont acheté la maison il y a 3 ans. À l'époque, j'étais fière que mon fils puisse s'offrir une telle maison. Maintenant, je me demandais où ils avaient trouvé l'argent pour payer les mensualités du prêt immobilier. La maison était belle, sur 2 étages, avec un petit jardin et un espace pour 2 voitures. Je me suis garée à côté de leur nouveau SUV, un autre achat coûteux que je n'avais pas commenté à l'époque. Je me suis approchée de la porte d'entrée et j'ai sonné. Céline a ouvert la porte. Elle était en tenue décontractée, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle n'était manifestement pas heureuse de me voir. Oh, Martine, quelle surprise! Bonjour, Céline. Je peux entrer? Bien sûr. Elle s'est écartée, mais j'ai remarqué qu'elle l'a fait à contre-cœur. Daniel dort encore. Ce n'est pas grave. J'attendrai. Nous sommes entrés dans le salon. La pièce était meublée avec des meubles chers. De beaux vases se trouvaient sur les tables et des tableaux étaient accrochés au mur. Tout avait l'air prospère et réussi. Mais maintenant, je regardais cette richesse avec des yeux différents. « Tu veux un café ?» demanda Céline, mais son ton était froid. « Non, merci. J'en ai déjà pris un à la maison. » Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. Céline tripotait nerveusement le bord de son peignoir. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt ? » « Je veux parler à mon fils de ses passe-temps. »« Quel passe-temps ? » ?»« Céline, soyons honnêtes. Je sais que Daniel joue au casino. Je sais qu'il dépense beaucoup d'argent pour ça. » Le visage de ma belle-fille a changé. Elle avait l'air méfiante, voire hostile. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »
Il a été vu au casino Le Phénix à plusieurs reprises. Peut-être qu'il y était, mais ça ne veut pas dire qu'il a des problèmes. Les adultes ont le droit de s'amuser. S'amuser avec l'argent de la famille. C'est son argent. Vous lui avez vous-même donné accès au compte. Je réalisais que parler à Céline était inutile. Elle était déterminée à défendre son mari, ou plutôt leur style de vie. Où est Daniel? Je t'ai dit qu'il dort. Il est rentré tard du travail hier. À 9 heures du matin? Céline, un homme adulte ne peut pas dormir jusqu'à 7 heures s'il a un travail. Il a des horaires flexibles, rétorqua ma belle-fille. À ce moment-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier. 1 minute plus tard, Daniel est descendu dans le salon. Il était en pyjama. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux rouges. Il avait l'air terrible. Son visage était émacié et il avait des cernes sous les yeux. Maman. Il ne s'attendait manifestement pas à me voir. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, mon fils. Je voulais te parler. De quoi? De tes problèmes. Daniel jeta un coup d'œil à sa femme. Un regard de connivence passa entre eux. Quel problème? Assieds-toi, s'il te plaît. Le fils s'assit dans un fauteuil à côté de Céline. Elle lui prit immédiatement la main, un geste qui me parut défensif. Daniel, je sais que tu joues. Je sais que tu dépenses beaucoup d'argent pour ça. Qui te l'a dit? Peu importe qui. Ce qui compte, c'est que c'est vrai. Son fils marqua une pause, puis haussa les épaules. Et alors? Je ne suis pas un enfant. J'ai le droit de dépenser mon argent comme je veux. Ton argent, Daniel? Où as-tu trouvé autant d'argent? Je travaille. Ton salaire dans notre entreprise ne te permet pas de dépenser des dizaines de milliers d'euros par mois au jeu. Maman, je ne comprends pas où tu veux en venir. J'en viens au fait que tu dépenses l'argent du compte familial. Le compte que nous avons ouvert pour votre commodité, pas pour que tu le dilapides au casino. Daniel sursauta. Je n'ai pas à te rendre de compte. C'est mon compte. Mon argent. Non, mon fils. C'est notre argent. Nous l'avons gagné. Nous l'avons mis là. Alors arrêtez de le mettre là si vous n'aimez pas comment je le dépense. Céline le tira par le bras, essayant de le calmer, mais il était visiblement énervé. Daniel. J'essayais de parler plus doucement. Je ne veux pas me disputer. Je veux aider. Si tu as des problèmes, nous pouvons les résoudre, mais nous devons parler honnêtement. Je n'ai pas de problème. Et les appels téléphoniques? Les gens qui te demandent de les payer? Quels gens? Daniel, ton père a entendu ces appels. Quelqu'un a dit que le temps pressait. Mon fils pâlit. Je réalisais que j'avais touché un point sensible. C'est un malentendu. Quel malentendu? Dois-tu de l'argent à quelqu'un? Maman, interrompit Céline. Tu n'as pas le droit de venir chez nous et de nous interroger. Je ne vous interroge pas. J'essaie de comprendre ce qui se passe avec mon fils. Ton fils va très bien, dit sèchement ma belle-fille. Et si tu n'aimes pas notre façon de vivre, alors ne viens pas ici. Céline, Daniel essaya d'arrêter sa femme, mais elle était furieuse. Non, qu'elle le sache. Nous sommes des adultes. Nous avons notre propre famille, notre propre vie, et nous n'avons pas à vous rendre compte pour chaque euro que nous dépensons. Je sentis la colère monter en moi. Cette femme, que nous avions accueillie dans notre famille et aidée, me parlait maintenant comme si j'étais une étrangère. Céline, dis-je froidement. Je ne demande pas de compte pour chaque euro. Je m'inquiète pour mon fils qui, à en juger par son apparence, s'est mis dans de sérieux ennuis. Il n'a aucun ennui. Alors explique-moi pourquoi il a l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Pourquoi a-t-il des cernes sous les yeux? Pourquoi a-t-il cessé de travailler correctement? Maman, ça suffit, dit Daniel. J'en ai marre de cette conversation. Et moi, j'en ai marre que mon fils se transforme en quelqu'un que je ne reconnais pas. Alors ne t'en mêle pas, explosa-t-il. Je ne t'ai pas demandé de venir ici avec tes questions. Daniel, je suis ta mère. Et alors? Ça te donne le droit de contrôler ma vie? Ça me donne le droit de m'inquiéter pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je peux me débrouiller tout seul. Il ne semblait pas convaincant, et je réalisais qu'il ne croyait pas à ses propres paroles, mais il n'était pas prêt à admettre qu'il avait des problèmes. Daniel, si tu dois de l'argent à quelqu'un, nous pouvons aider.
Mais tu dois être honnête sur le montant et à qui. Je ne dois rien à personne. Et ces appels téléphoniques. C'est un malentendu. Je te l'ai dit, fils. Je me suis levé. Je vois que tu n'es pas prêt à parler honnêtement. Mais sache ceci, si tu as besoin d'aide, nous sommes toujours là pour toi. Je n'ai pas besoin de votre aide, dit-il, mais sa voix tremblait. Très bien, alors je m'en vais. Je me dirigeai vers la porte. Céline m'a raccompagnée, mais n'a pas dit un mot. À la porte, je me suis retournée. Céline, tu es la femme de mon fils. Si tu l'aimes vraiment, aide-le à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je suis sortie de la maison et je suis montée dans ma voiture. Mes mains tremblaient et je n'ai pas pu démarrer le moteur pendant plusieurs minutes. La conversation s'était encore plus mal passée que ce que j'avais prévu. Non seulement Daniel refusait de reconnaître ses problèmes, mais il était aussi devenu agressif. Et Céline, elle avait été hostile dès le début. Je suis rentrée chez moi, mais je me suis arrêtée à la boutique de fleurs de Françoise en chemin. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de partager mes sentiments. Mon amie était avec une cliente, mais quand elle a vu mon visage, elle a rapidement terminé avec elle. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle dès que nous fûmes seuls. J'étais chez Daniel. Et Françoise, c'est encore pire que ce que nous pensions. Je lui ai raconté ma conversation avec Chloé, ma visite à mon fils, comment il niait l'évidence et comment Céline était agressive. Il ne veut pas admettre qu'il y a un problème, dis-je, et elle le soutient là-dedans. Martine, qu'a dit Émilien? Je ne lui ai pas encore raconté les détails. Chloé m'a demandé de ne pas contrarier son père. Mais il a le droit de savoir ce qui se passe avec son fils. Il a ce droit, mais j'ai peur que cela n'affecte sa santé. Si tu ne lui dis pas, ce sera encore pire. Imagine ce qui arrivera si les gens à qui il doit de l'argent viennent chez toi. Cette pensée me terrifia. Je n'y avais pas pensé avant, mais la logique était évidente. Si son fils ne pouvait pas payer ses dettes, ses créanciers pourraient s'en prendre à ses parents. Que dois-je faire? Dis-le à ton mari. Décider ensemble de la suite des événements. Et si Daniel découvre que nous essayons de faire quelque chose? Il pourrait cesser de nous parler complètement. Martine, il ne te parle presque plus. Quand est-ce que la dernière fois qu'il est rentré à la maison juste comme ça? Pas pour affaires. J'y ai pensé. En effet, ces derniers mois, mon fils n'était venu nous voir que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, pour signer des documents ou obtenir de l'argent. Il n'y avait plus eu de réunion de famille chaleureuse depuis longtemps. Tu as raison, dis-je. Nous devons parler à Émilien et décider quoi faire de l'argent. Que veux-tu dire, Martine? Si Daniel dépense vraiment l'argent de la famille au jeu, peut-être devrions-nous restreindre son accès au compte. Mais c'est mon fils. C'est exactement pour ça que nous devons l'arrêter. S'il ne peut pas se contrôler, alors ses parents doivent le faire. Je savais que mon ami avait raison, mais il était très difficile de prendre cette décision. Bloquer l'accès à l'argent de mon fils signifiait admettre que nous ne lui faisions pas confiance, qu'il représentait un danger pour la famille. J'y réfléchirai, dis-je. Ne réfléchis pas trop longtemps. Le temps pourrait être crucial. J'ai dit au revoir à Françoise et je suis rentrée chez moi en voiture. Émilien était assis dans son fauteuil dans la bibliothèque, lisant le journal. Quand il m'a vu, il l'a mis de côté. « Alors, comment ça va ?»« Mal, ai-je répondu. Très mal. » Je lui ai raconté ma conversation avec Chloé, ma visite à Daniel, comment il niait l'existence d'un problème. Mon mari a écouté en silence, son visage s'assombrissant de plus en plus. « Donc tout a été confirmé, dit-il quand j'eus fini. Oui, et il ne veut pas admettre qu'il y a un problème. Il ne veut pas. Alors nous devrons agir sans son consentement. Que veux-tu dire? Demain matin, nous devons aller à la banque et vérifier combien d'argent il a dépensé ces derniers mois. Ensuite, nous déciderons de la suite des événements. J'ai hoché la tête. J'avais peur de penser à ce que nous pourrions découvrir, mais il n'y avait pas d'issue. Notre fils était en difficulté, et maintenant nous devions trouver un moyen de l'aider. Plusieurs jours se sont écoulés après notre conversation avec Chloé et notre visite à Daniel. Émilien et moi avons vérifié nos comptes bancaires et confirmé nos pires craintes. Notre fils dépensait en effet beaucoup plus d'argent que nous ne le pensions. Au cours des 3 derniers mois, il avait retiré près de 10 000 € du compte familial. De l'argent que nous avions mis de côté pour les urgences. Il s'est avéré qu'en plus de son allocation mensuelle de 2 000 €,
Il dépensait 3 000 € supplémentaires par mois. C'était beaucoup d'argent pour notre famille. Émilien voulait immédiatement bloquer l'accès de son fils au compte, mais je lui ai demandé d'attendre. Peut-être devrions-nous donner une autre chance à Daniel, lui parler calmement, sans accusation ni reproche. J'espérais toujours qu'il se ressaisirait de lui-même, qu'il comprendrait où son addiction au jeu le menait. L'occasion d'une telle conversation s'est présentée de manière inattendue. Le mardi matin, Daniel m'a appelé sur mon téléphone fixe. Sa voix semblait normale, voire joyeuse. « Maman, salut. Comment vas-tu? Comment va papa? » « Bonjour, mon fils. Tout va bien. Papa se sent plutôt bien. Comment vas-tu? » « Super. Écoute, c'est bientôt mon anniversaire. Je veux fêter ça dans un restaurant et inviter quelques amis. Tu viendras avec papa? » J'étais surprise. L'anniversaire de Daniel approchait en effet, mais nous le fêtions habituellement à la maison, juste en famille. Un restaurant, c'était quelque chose de nouveau. Bien sûr, mon fils. Où vas-tu? À la Belle Époque. Tu connais ce restaurant? C'est sur la place principale. Je connaissais la Belle Époque. C'était l'un des endroits les plus chers de la ville, fréquenté par les gens riches et les touristes. Le menu était exquis et les prix à l'avenant. Émilien et moi n'y allions que pour les grandes occasions, notre anniversaire de mariage, des réunions d'affaires importantes. Oui, je connais. Qui d'autre invites-tu? Quelques amis, des collègues, Céline, bien sûr. J'ai aussi invité Chloé. Je pense qu'il y aura une dizaine de personnes, pas plus. Très bien, mon fils. À quelle heure? 19 h le samedi soir. J'ai déjà réservé une table. Nous viendrons, c'est sûr. Et Daniel, on pourra parler après la fête? On a quelques questions. Quelles questions? Sur le travail, les projets, les affaires de famille. Maman, ne gâchons pas la fête en parlant d'affaires. Venez juste et amusez-vous. D'accord, mon fils. À bientôt. J'ai raccroché et j'ai réfléchi. D'un côté, j'étais contente que Daniel nous ait invités à sa fête d'anniversaire. Peut-être comprenait-il que la famille est importante, que les parents doivent être là dans des moments comme celui-ci. D'un autre côté, j'étais inquiète pour le restaurant. Une fête pour 10 personnes à la Belle Époque coûterait une petite fortune. Où mon fils avait-il trouvé l'argent pour une telle dépense? Avait-il gagné quelque chose? Le samedi soir, Émilien et moi sommes arrivés au restaurant 10 minutes avant l'heure convenue. Mon mari se sentait bien et avait même mis son plus beau costume. J'ai aussi essayé d'être à mon avantage. Je portais une robe bleu foncé que j'avais achetée pour les grandes occasions et les bijoux qu'Émilien m'avait offerts pour nos 25 ans de mariage. La Belle Époque était un établissement élégant, éclairage tamisé, nappes blanches, fleurs fraîches sur les tables. Une musique douce jouait et les serveurs étaient vêtus de chemises blanches et de gilets noirs. Nous nous sommes approchés du maître d'hôtel et avons dit que nous étions invités à l'anniversaire de Daniel Dubois. Bien sûr, monsieur et madame Dubois, votre table est au fond de la salle. Nous avons traversé la salle et avons vu une grande table ronde dressée pour 10 personnes. Daniel était déjà assis là avec Céline, et il y avait plusieurs autres personnes avec eux. J'ai reconnu Miguel et Raoul, les amis d'université de mon fils. Il y avait aussi une femme que je n'avais jamais vue auparavant et un homme d'âge mûr en costume chair. Maman, papa. Daniel se leva et s'approcha de nous. Je suis si content que vous soyez venus. Il avait l'air mieux que la dernière fois. Il était bien habillé, rasé de près, et ses yeux ne semblaient pas si fatigués. Mais j'ai quand même remarqué une certaine nervosité dans son comportement. Joyeux anniversaire, mon fils, dis-je en le serrant dans mes bras. Félicitations, ajouta Émilien en lui serrant la main. Merci. Entrez. Asseyez-vous. Je vais vous présenter tout le monde. Nous nous sommes assis à table. Daniel nous a présentés aux autres invités. En plus de Miguel et Raoul, que nous connaissions déjà, il y avait Rosine, une collègue de Céline, et Armando, une sorte de partenaire commercial. Quelques minutes plus tard, Chloé est arrivée. Elle a salué tout le monde, a félicité son frère et s'est assise à côté de moi. « Comment vas-tu, maman ?» demanda-t-elle à voix basse. « Bien, ma chérie. Et toi ?» Beaucoup de travail, mais c'est bien. J'ai remarqué que ma fille avait l'air préoccupée. Elle a jeté plusieurs fois un coup d'œil à son frère, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Quand tout le monde fut rassemblé, un serveur s'approcha de la table. Un jeune homme en chemise blanche, poli et attentif.
Bonsoir. Puis-je prendre votre commande? Bien sûr, dit Daniel. Commençons par les boissons. Les invités ont commencé à commander. Certains du vin, d'autres de la bière, d'autres des cocktails. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, je prendrai du vin rouge, s'il vous plaît. Sec. Et que voudriez-vous manger? Demanda le serveur. J'ai ouvert le menu et j'ai commencé à le parcourir. Les prix étaient vraiment élevés. Les plats principaux coûtaient entre 30 et 50 euros. J'hésitais entre le poisson et la viande quand j'ai soudain entendu la voix de mon fils. Elle ne mange pas. Elle ne va pas tarder à partir. J'ai levé les yeux et j'ai vu Daniel regarder le serveur en me montrant du doigt. Les mots ont été prononcés calmement, nonchalamment, comme s'il parlait de la météo. Pardon, demanda le serveur, ne comprenant pas. Ma mère ne commandera rien. Elle ne reste pas pour le dîner. Un silence s'est abattu sur la table. Tout le monde a regardé Daniel, puis moi. J'ai senti le sang me monter au visage. Mon fils, dis-je doucement. De quoi parles-tu? De ce que j'ai dit. Tu ne manges pas. Daniel, intervint Chloé. Qu'est-ce qui te prend? Je vais bien. Je sais juste que maman n'aime pas rester dans les restaurants. Mais c'est ton anniversaire, dit Miguel. Bien sûr que tes parents restent. Non, ils ne restent pas, dit Daniel en me regardant froidement. N'est-ce pas, maman? Je ne savais pas quoi dire. C'était si inattendu, si humiliant. Mon propre fils me faisait publiquement savoir que je n'étais pas la bienvenue ici. Daniel, dit Émilien, as-tu perdu la tête? Papa, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Maman est juste fatiguée. Elle préférerait rentrer à la maison. Je ne suis pas fatiguée, dis-je en essayant de garder ma dignité. Bien sûr que si. C'est difficile de rester dans un restaurant tard le soir, à ton âge. Ces mots furent comme une gifle. Il me parlait comme si j'étais un fardeau, un obstacle à son plaisir, et tout cela devant des étrangers qui nous regardaient avec embarras. Mon fils, tentai-je à nouveau. Je suis venu te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu l'as fait. Merci. Maintenant, tu peux y aller. Daniel, s'indigna Chloé. Comment peux-tu parler à ta mère comme ça? Je parle normalement, honnêtement. Céline était assise à côté de son mari et ne disait rien. Elle n'a pas essayé de l'arrêter et n'avait pas l'air surprise. C'était comme si ce comportement était normal pour elle. Maman, ne fais pas attention à lui, dit Chloé. Il est juste. Elle comprend très bien, interrompit Daniel. N'est-ce pas, maman? J'ai regardé mon fils. Cet homme que j'avais mis au monde, élevé et à qui j'avais tout donné, m'humiliait maintenant devant des étrangers. Et il le faisait calmement, même avec une sorte de plaisir. Je comprends, dis-je doucement. Je me suis levé de table. Mes mains tremblaient, mais j'essayais de garder ma dignité. J'ai pris mon sac à main et j'ai ajusté ma robe. Maman, Chloé se leva aussi. Je viens avec toi. Non, ma chérie. Reste ici. C'est l'anniversaire de ton frère. Mais. Reste, ai-je répété. Émilien se leva aussi. Martine, nous partons. Oui, dis-je. Nous partons. J'ai contourné la table et je me suis approché de Daniel. Il était assis, adossé à sa chaise, me regardant d'un air de défi. Joyeux anniversaire, mon fils, dis-je. Il ne répondit pas. Émilien et moi nous sommes dirigés vers la sortie. Je pouvais sentir tout le monde dans la salle nous dévisager. Le serveur qui avait pris notre commande nous a regardés partir, perplexe. Le maître d'hôtel à l'entrée disait quelque chose à un collègue en nous montrant du doigt. Il faisait frais dehors. Je suis monté dans la voiture et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis permis de pleurer. Émilien a démarré le moteur en silence et a conduit jusqu'à la maison. Martine, dit-il après un moment. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas, répondis-je à travers mes larmes. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre fils. Il l'a fait exprès. Il t'a humilié exprès. Mais pourquoi? Peut-être qu'il voulait montrer à ses amis qu'il est indépendant, que ses parents ne le contrôlent pas. Ou peut-être qu'il nous déteste, tout simplement. Ne dis pas de bêtises. Il ne nous déteste pas. Il est juste perdu. Les problèmes d'argent, le jeu, ces choses affectent les gens. Je savais que mon mari avait raison. Le jeu change les gens, les rend égoïstes et cruels. Mais savoir cela et vivre l'humiliation sont deux choses différentes.
En rentrant, je suis allée directement dans ma chambre. J'ai mis mes vêtements de maison et je me suis allongée sur le lit. Je ne voulais voir personne ni parler à personne. Émilien m'a apporté une tisane et s'est assis à côté de moi. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Martine, on ne peut pas laisser ça comme ça. Que pouvons-nous faire? C'est un adulte. Il vit seul. Il a sa propre famille. Mais c'est notre fils. Notre fils m'a fait comprendre aujourd'hui qu'il n'a pas besoin de moi. Il ne le pensait pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire alors? Explique-moi. » Émilien se tut. Il ne comprenait pas non plus ce qui était arrivé à Daniel. 1 heure plus tard, Chloé a appelé. « Maman, comment vas-tu » demanda-t-elle. « Pas bien, ma chérie. »« Maman, je ne comprends pas ce qui lui prend. Après votre départ, il a agi comme si de rien n'était. Il a ri, plaisanté et commandé des plats chers. » Qu'a dit Céline? Rien. Elle était silencieuse, comme si son comportement était normal. Peut-être que c'est normal pour eux. Maman, ne dis pas ça. Ce n'est pas normal. Aucun fils ne devrait traiter sa mère comme ça. Alors nous avons dû faire une erreur dans son éducation. Non, maman. Vous nous avez tout donné. Amour, éducation, soutien. Ce n'est pas une question d'éducation. Alors c'est quoi? Ce sont les gens avec qui il s'est lié. Les jeux, les dettes. Ça change une personne. Mais nous avons essayé d'aider. Vous avez essayé, mais il ne veut pas d'aide. Alors que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, maman. Honnêtement, je ne sais pas. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis Chloé a dit au revoir. Je suis restée seule avec mes pensées. Cette soirée m'a montré que mon fils a complètement changé. Un homme capable d'humilier publiquement sa propre mère est capable de tout. Et j'ai réalisé que je ne pouvais plus fermer les yeux sur son comportement. Que je ne pouvais pas continuer à lui donner de l'argent qu'il dépensait pour détruire sa vie. Il a commencé à pleuvoir dehors. J'écoutais les gouttes de pluie frapper la fenêtre et je pensais à la décision difficile que je devrais prendre demain. Une décision qui pourrait détruire notre relation avec notre fils, mais qui était peut-être la seule chose juste à faire dans cette situation. Émilien dormait à côté de moi, respirant lourdement mais calmement. Je l'enviais. Au moins dans son sommeil, il pouvait faire une pause de nos problèmes familiaux. Moi, par contre, j'avais une longue nuit blanche devant moi, pleine de pensées lourdes et de souvenirs douloureux. Je me suis réveillée tôt le dimanche matin, même si je m'étais couchée tard la veille et que j'avais eu du mal à m'endormir. Les événements du restaurant tournaient en boucle dans ma tête, et chaque fois que je me souvenais des mots de mon fils, mon cœur se serrait. Émilien dormait encore, et je me suis levée sans bruit pour ne pas le réveiller. Sa maladie l'épuisait beaucoup, et le stress de la veille n'avait certainement pas dû lui faire du bien. Je me suis fait un café, et je me suis assise à la fenêtre de la cuisine. Le jardin était silencieux et le brouillard matinal se levait lentement du sol. J'aimais habituellement ces moments. Le silence, la paix, le temps de réfléchir. Mais aujourd'hui, le silence me semblait oppressant. J'ai pensé à ce qui s'était passé hier et j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester à l'écart. Daniel avait dépassé les bornes, et maintenant je devais prendre les décisions que j'avais reportées depuis trop longtemps. L'humiliation que j'avais subie hier au restaurant n'était pas seulement un coup de colère ou le résultat du stress. C'était une démonstration de ce que mon fils ressentait pour moi maintenant. Il ne me voyait plus comme une mère qu'il aimait et était prête à l'aider. Pour lui, je n'étais devenue rien de plus qu'une source d'argent à utiliser quand c'était pratique et à rejeter quand ça ne l'était pas. Je me suis souvenue de la façon dont il était assis à table, disant calmement au serveur que je n'allais pas manger, que je partirais bientôt. Il n'y avait ni gêne ni regret dans sa voix. Il me parlait comme si j'étais une étrangère qui s'était accidentellement invitée à sa fête. Et le pire, c'est qu'il l'a fait en public, devant ses amis, ses collègues, sa sœur. Il ne m'a pas seulement rejetée. Il m'a humiliée devant d'autres personnes. Je me suis aussi souvenue du visage de Céline. Elle était assise à côté de son mari et ne disait rien. Elle n'a pas essayé de l'arrêter. Elle n'avait l'air ni surprise ni contrariée. C'était comme si ce comportement était normal pour elle. Peut-être qu'il lui parlait de nous sur le même ton à la maison. Peut-être même qu'elle encourageait son manque de respect envers ses parents. Chloé a essayé de me défendre, mais que pouvait-elle faire? Elle était choquée par le comportement de son frère, et les amis de Daniel se contentaient de regarder, gênés, ne sachant comment réagir. Personne ne s'attendait à ce que le roi de la fête traite sa propre mère de cette façon.
J'ai fini mon café et j'ai pris une décision. Aujourd'hui, j'appellerai la banque et je bloquerai l'accès de Daniel au compte familial. Qu'il vive de son salaire et apprenne la valeur de l'argent. Nous avions trop longtemps toléré son irresponsabilité, pensant que le soutien financier était un signe d'amour. Mais maintenant, je réalisais que nous lui avions rendu un mauvais service. De plus, j'ai décidé de l'exclure de mon testament. C'était une décision douloureuse, mais nécessaire. Un homme capable d'humilier publiquement sa propre mère n'est pas digne d'hériter de la fortune familiale. Que tout aille à Chloé. Elle a toujours été une fille responsable et respectable. À 8 heures du matin, j'ai appelé la banque. Je savais que les agences étaient fermées le dimanche, mais nous avions un numéro d'urgence. J'ai expliqué à l'opérateur de service que je voulais bloquer l'accès à l'un des comptes familiaux. Madame Dubois, vous devrez vous présenter à l'agence demain matin avec vos papiers, a dit l'opérateur. Je comprends. Est-il possible de bloquer temporairement le compte jusqu'à ma visite? C'est très important. Je peux mettre un blocage temporaire de 24 heures, mais vous devrez venir demain pour remplir tous les papiers. Parfait. Faites-le, s'il vous plaît. Le compte est au nom de Daniel Dubois. Très bien, madame. Le blocage sera activé dans l'heure. J'ai raccroché et j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Le premier pas était fait. Maintenant, je devais m'occuper du testament. Je connaissais Maître Laurent depuis plus de 15 ans. C'était notre notaire de famille. Il nous aidait avec les formalités administratives lorsque nous achetions des biens immobiliers et développions notre entreprise. C'était un homme intelligent et respectable qui donnait toujours de bons conseils. Son étude était en centre-ville, mais j'avais son numéro de téléphone personnel pour les urgences. J'ai composé le numéro et Maître Laurent a répondu tout de suite. Bonjour, Madame Dubois. Qu'y a-t-il? Bonjour, Maître Laurent. Je suis désolé de vous déranger un dimanche, mais j'ai une affaire urgente. Je dois changer mon testament. Je comprends. C'est très sérieux. Pouvez-vous me dire ce que vous voulez changer exactement? Je veux retirer mon fils Daniel de mon testament. Une courte pause. Madame Dubois, c'est une décision très grave. En êtes-vous sûre? Absolument sûre, Maître Laurent. Très bien, alors. Je vais devoir préparer de nouveaux documents. Quand pouvez-vous venir? Aujourd'hui, si possible. Aujourd'hui. D'accord. Cela semble urgent. Venez à 14 heures. Je serai à l'étude. Merci, Maître Laurent. À tout à l'heure. J'ai raccroché et j'ai regardé l'heure. Il n'était que 9 heures du matin. J'avais 5 heures à tuer avant de rencontrer le notaire. Je devais faire quelque chose pour ne pas rester à la maison à me tourmenter sur ma décision. Émilien s'est réveillé vers 10 heures. Je lui ai parlé de mes décisions, du gel du compte et du testament. Mon mari a écouté en silence, puis a regardé par la fenêtre pendant un long moment. Martine, dit-il enfin. Es-tu sûre que c'est la bonne chose à faire? Que pouvons-nous faire d'autre? Continuer à lui donner de l'argent à dépenser pour les jeux? Fermer les yeux sur la façon dont il nous humilie? Mais c'est notre fils. C'est précisément pour ça que je dois l'arrêter. Si nous continuons à tolérer son comportement, il sera ruiné. Et s'il découvre que nous l'avons coupé des vivres et qu'il vient nous réclamer de l'argent? Alors nous lui expliquerons pourquoi nous avons pris cette décision. Nous sommes des adultes. Nous avons le droit de faire ce que nous voulons avec notre argent. Et les gens à qui il doit de l'argent? S'il n'a pas l'argent pour les rembourser. Émilien, nous ne pouvons pas passer notre vie à payer ses dettes. Tôt ou tard, il doit apprendre à assumer la responsabilité de ses actes. Mon mari a hoché la tête. Tu as probablement raison. Mais c'est quand même difficile pour moi. C'est difficile pour moi aussi. Mais il n'y a pas d'autre moyen. À 14 heures, j'étais à l'étude de Maître Laurent. Il m'a reçu dans son bureau, une pièce confortable avec des meubles sombres, des bibliothèques et des portraits de ses ancêtres au mur. Asseyez-vous, Madame Dubois. Dites-moi en plus sur ce qui s'est passé. Je lui ai parlé des problèmes de jeu de Daniel, de ses dettes et de l'incident d'hier au restaurant. Maître Laurent a écouté attentivement, posant parfois des questions pour clarifier. Je comprends, dit-il quand j'eus fini. C'est en effet une situation grave, mais je dois vous avertir que déshériter votre fils pourrait avoir des conséquences juridiques. Il pourrait aller en justice et contester le testament. Quelles sont ses chances de succès? Pas très bonnes.
Si nous avons suffisamment de documents pour prouver sa mauvaise conduite. Mais le processus pourrait être long et désagréable. Maître Laurent, je comprends les risques, mais je ne peux pas laisser mes biens à quelqu'un qui me traite avec un tel manque de respect. Très bien. Alors rédigeons un nouveau testament. Tous les biens iront-ils à Chloé? Oui, à ma fille. Et son mari? Émilien est-il d'accord avec cette décision? Nous en avons discuté. Il est d'accord. Excellent. Alors je vais préparer les documents. Maître Laurent a sorti des formulaires de son bureau et a commencé à les remplir. Nous avons discuté de tous les détails. Biens immobiliers, comptes bancaires, parts dans l'entreprise. La procédure a duré environ 1 heure. Voilà, dit le notaire en me tendant les documents. Le Nouveau Testament est prêt. Signé ici et ici. J'ai pris le stylo et j'ai signé les documents. Étrangement, je n'ai ressenti aucun regret. Seulement le soulagement d'avoir pris la bonne décision. Madame Dubois, dit Maître Laurent, je vous conseillerais d'informer votre fils de votre décision. Il vaudrait mieux qu'il l'entende de vous plutôt que d'autres sources. Je prévois de le faire aujourd'hui. Très bien. Et aussi, si la situation change, si Daniel se réforme, vous pouvez toujours rédiger un Nouveau Testament. Nous verrons, Maître Laurent. Nous verrons. J'ai remercié le notaire et je suis rentré en voiture. En chemin, j'ai décidé de m'arrêter chez Françoise. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de partager mes sentiments. La boutique de fleurs de mon ami était en centre-ville, non loin de la place principale. C'était une petite pièce confortable, pleine de parfums et de couleurs. Françoise était derrière le comptoir, arrangeant un bouquet pour une cliente. « Salut Martine », dit-elle en me voyant. « Donne-moi 5 minutes. Je finis avec cette cliente. » J'ai attendu, en regardant les fleurs. Roses, lys, œillets, tout était frais et magnifique. Françoise a toujours su créer de la beauté, c'est probablement pour ça que je me sentais si bien avec elle. Quand la cliente est partie, mon ami s'est approché de moi. « Tu as l'air terrible. Que s'est-il passé ?» Je lui ai parlé de l'anniversaire d'hier, de la façon dont Daniel m'avait humilié au restaurant. Puis je lui ai parlé de mes décisions, du blocage de son compte et du fait de le déshériter. Mon Dieu, Martine, dit Françoise, je n'aurais jamais imaginé qu'il était capable de ça. Moi non plus. Mais maintenant je sais que mon fils a complètement changé. Il n'est plus le garçon que j'ai élevé. Qu'a dit Émilien? Il m'a soutenu, même si c'est difficile pour lui aussi. Martine, as-tu pensé à la façon dont Daniel réagira au gel du compte? Bien sûr que j'y ai pensé. Il sera en colère. Il pourrait même venir chez nous avec des exigences. Et s'il doit vraiment de l'argent à des gens dangereux? S'il n'a pas l'argent pour les rembourser? Françoise, je ne peux pas passer ma vie à payer ses dettes. Tôt ou tard, il doit comprendre que son comportement a des conséquences. Je comprends, mais ça fait quand même peur. J'ai peur aussi. Mais je ne vois pas d'autre solution. Nous nous sommes assises dans la boutique, buvant le thé que Françoise avait préparé dans l'arrière-boutique. Des gens passaient devant la vitrine. La vie suivait son cours. Mais à l'intérieur, tout était bouleversé. « Martine, dit mon ami. Vas-tu parler à Daniel de tes décisions? » Oui. Je vais lui laisser un message vocal. Expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Peut-être que tu devrais lui parler en personne. Non. Après hier, je ne veux pas voir son visage. Qu'il y réfléchisse d'abord, et ensuite, s'il le veut, il pourra venir nous voir. D'accord. Mais fais attention à ce que tu dis. Ne dis rien que tu pourrais regretter plus tard. Je serai prudente. Je suis rentrée vers 18 heures. Émilien était assis dans la bibliothèque, lisant le journal. Quand il m'a vu, il l'a mis de côté. Alors, tu l'as fait? Oui, j'ai changé le testament. Maintenant, tout ira à Chloé. Qu'a dit Maître Laurent? Que Daniel pourrait essayer de contester le testament en justice, mais ses chances sont minces. Je vois. Et maintenant? Maintenant, je vais l'appeler et lui expliquer ce qui s'est passé. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de mon fils. Bien sûr, il n'a pas répondu. Après quelques sonneries, le répondeur s'est déclenché. Salut, c'est Daniel. Laissez un message et je vous rappellerai. Mon fils, c'est maman. Je dois te dire quelque chose. Ce matin, j'ai bloqué ton accès au compte familial.
Tu ne pourras plus en retirer d'argent. La raison est simple. Tu dépenses notre argent au jeu. Tu as des dettes. Et hier, tu m'as publiquement humilié dans un restaurant. Je ne peux plus le supporter. De plus, j'ai changé mon testament. Maintenant, tous nos biens iront à Chloé. Tu m'as montré que tu ne respectes pas tes parents, et je ne veux pas que mes biens aillent à quelqu'un qui me traite avec un tel mépris. Si tu veux changer quelque chose, commence par toi-même. Arrête de jouer. Trouve un travail décent. Apprends à respecter ta famille. Alors peut-être pourrons-nous reconstruire notre relation. En attendant, vis de ton salaire et réfléchis à ce que tu as perdu à cause de ton comportement. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt et j'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient, mais je sentais que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais dit tout ce que je voulais dire à mon fils. Maintenant, c'était à son tour. Et maintenant? Demanda Émilien. Maintenant, nous attendons. Voyons comment il réagit. Et s'il vient ici? S'il commence à réclamer de l'argent? Alors nous lui expliquerons à nouveau pourquoi nous avons pris cette décision. C'est notre maison, et nous avons le droit de vivre en paix. Martine, ne regrettes-tu pas ce que tu as fait? J'y ai pensé. Non, je ne le regrette pas. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Peut-être que si nous avions arrêté de lui donner de l'argent il y a un mois, il n'en serait pas arrivé là. Peut-être. Chloé a appelé dans la soirée. Elle était bouleversée par les événements d'hier et voulait savoir comment nous nous sentions. Maman, j'ai pensé à ce qui s'est passé toute la journée. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à Daniel. Ma chérie, il lui arrive la même chose qu'à toutes les personnes qui deviennent accros au jeu. Elles perdent leur humanité. Mais il a toujours été normal. Peut-être un peu imprudent, mais pas méchant. Chloé, j'ai bloqué son accès au compte familial aujourd'hui. Et j'ai changé le testament. Maintenant, tous nos biens tireront. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Parce que ton frère m'a montré qu'il ne mérite pas notre soutien. Un homme capable d'humilier publiquement sa propre mère n'est pas digne d'hériter de la fortune familiale. Mais c'est si extrême. Chloé, j'en ai marre de son comportement. Marre qu'il gaspille notre argent pour détruire sa vie. Marre qu'il ne nous respecte pas. Maman, et s'il change? Alors je penserai à changer ma décision. Mais d'abord, qu'il prouve qu'il a vraiment changé. Je comprends. Maman, tu lui as dit? Je lui ai laissé un message vocal. J'ai expliqué pourquoi je l'ai fait. Comment va-t-il réagir? Je ne sais pas, ma chérie. Nous verrons. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis Chloé a dit au revoir. J'ai raccroché et j'ai regardé l'heure. Il était presque 22 heures. Peut-être que Daniel n'avait pas encore écouté mon message. Ou peut-être qu'il l'avait déjà écouté et qu'il décidait maintenant de ce qu'il allait faire. Quoi qu'il en soit, j'étais prête à sa réaction. Quoi qu'il décide de faire, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Mon fils avait choisi sa voie, et maintenant il devait la suivre seul. Et moi, je continuerais ma vie sans me sentir coupable de ses problèmes. Après tout ce qui s'était passé ce jour-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. J'étais allongée dans mon lit, écoutant la respiration régulière d'Émilien et pensant à ce qui s'était passé. Geler son compte, changer mon testament, laisser un message vocal à mon fils. Tout cela semblait juste, mais ça ne me faisait pas me sentir mieux. Mon cœur de mère me faisait encore mal, malgré toute la peine. Vers minuit, j'ai finalement commencé à m'endormir. La maison était silencieuse. Seul le faible bruit du vent se faisait entendre à l'extérieur de la fenêtre. Maria était rentrée chez elle depuis longtemps, et mon mari et moi étions seuls. D'habitude, ce silence me calmait, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'inquiétant. J'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu un bruit étrange. Au début, j'ai cru que c'était le vent qui faisait claquer le portail dans le jardin, mais j'ai ensuite réalisé que le bruit venait de l'intérieur de la maison. Quelqu'un ouvrait prudemment la porte de service. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai doucement secoué l'épaule d'Émilien. « Émilien !» ai-je chuchoté. « Je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. » Mon mari s'est réveillé immédiatement. Sa maladie l'avait rendu très sensible au son. « Quoi ?» demanda-t-il à voix basse. « Tu entends ça ? Quelqu'un a ouvert la porte. » Nous avons écouté. En effet, il y avait des bruits de pas dans la maison. Silencieux, prudents, mais distincts. Quelqu'un marchait dans le couloir du rez-de-chaussée. Peut-être que Maria a oublié quelque chose, suggéra Émilien.
À cette heure-ci? Et elle n'a pas la clé de l'entrée de service. Les bruits de pas se rapprochaient maintenant. Il était clair qu'il y avait plus d'une personne dans la maison. Il parlait doucement de quelque chose. Émilien, ai-je chuchoté. Je crois que ce sont des cambrioleurs. Chut, dit mon mari en sortant prudemment du lit. Je vais aller voir. Non, n'y va pas. Appelons la police. Voyons d'abord ce qui se passe. Émilien s'approcha de la porte de la chambre et écouta. Les voix devinrent plus fortes et soudain, j'en reconnus une. C'est Daniel, dis-je. Quoi? C'est notre fils. Il est là. Mon mari fronça les sourcils. À cette heure-ci? Par l'entrée de service. Mon message a dû le contrarier. Les voix se rapprochaient de l'escalier. Maintenant, je pouvais clairement entendre Daniel et une voix de femme, très probablement celle de Céline. Où est la lumière? Dit mon fils. Il faut que je trouve l'interrupteur. Doucement, répondit Céline. Tu vas les réveiller. Je m'en fiche. Qu'ils se réveillent. La lumière du rez-de-chaussée s'alluma et je les entendis monter les escaliers. Émilien enfila rapidement son peignoir. Martine, habille-toi. Il va bientôt être là. J'ai enfilé mon peignoir et mes chaussons. Mes mains tremblaient d'excitation. Daniel n'était jamais venu chez nous si tard, et encore moins entré sans permission. Une minute plus tard, on frappa à la porte de la chambre. Plus exactement, ce n'était pas un coup, mais un martèlement de poing. « Ouvrez !» cria Daniel. « Maman, papa, je sais que vous ne dormez pas. » Émilien s'approcha de la porte mais ne l'ouvrit pas. « Daniel, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu là si tard? Ouvrez la porte. Nous devons parler. Mon fils, il est 2 heures du matin. Parlons-en demain matin. Non, maintenant. Immédiatement. » Je m'approchai de la porte. « Daniel, calme-toi. Si tu veux parler, nous pouvons le faire civilement. » Civilement. La voix de mon fils était pleine de rage. « Tu parles de civilité après ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste arrêté de te donner de l'argent pour le jeu. Ouvrez la porte, maintenant. » Daniel commença à frapper encore plus fort sur la porte. J'entendis la voix de Céline. « Daniel, ne fais pas ça. Parlons-leur calmement. » Calmement. Ils m'ont pris mon argent. Ils ont changé le testament. Tu comprends ce que ça veut dire? Émilien me regarda. Que devons-nous faire? Je ne sais pas, mais nous n'ouvrons pas la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, je la défonce, cria-t-il. C'est ma maison. J'ai grandi ici. Ce n'est pas ta maison, dit Émilien. C'est notre maison, et nous avons droit à la paix et à la tranquillité. La paix et la tranquillité? Quelle paix? Vous m'avez pris mon argent. Comment suis-je censé vivre maintenant? De ton salaire, ai-je répondu, comme tous les gens normaux. Mon salaire ne suffit pas. J'ai des obligations. Quelles obligations? Tu sais très bien lesquelles. Soudain, les coups sur la porte cessèrent. C'était calme. J'ai pensé que peut-être Daniel avait changé d'avis et décidé de partir. Mais après quelques secondes, nous l'avons entendu descendre les escaliers. Où va-t-il? Demanda Émilien. Je ne sais pas. Peut-être qu'il part. Mais au lieu de quitter la maison, Daniel a commencé à faire quelque chose en bas. Il y avait des bruits étranges, comme s'il déplaçait quelque chose ou cherchait quelque chose. « Daniel, que fais-tu » criai-je. « Je cherche les clés du coffre-fort, » répondit-il. « Je sais que papa les cache quelque part. » Mon mari et moi avons échangé un regard. Nous avions en effet un petit coffre-fort où nous gardions des documents et un peu d'argent liquide pour les urgences, mais il n'y avait pas plus de 1 000 € dedans. « Daniel, il n'y a pas de grosse somme d'argent dans le coffre-fort, » dit Émilien. « Il n'y a que des documents dedans. »« Tu mens. Je sais qu'il y a de l'argent dedans. Céline, aide-moi à chercher. » Les bruits en bas devinrent plus forts. Je pouvais les entendre ouvrir les tiroirs et retourner les choses. « Émilien, il est devenu fou, » dis-je. « Il faut qu'on appelle la police. » « Attends. Peut-être qu'il trouvera les clés, verra qu'il n'y a pas d'argent et partira. Et s'il ne part pas? Alors on appellera la police. » Mais Daniel n'avait aucune intention de partir. Au contraire, il devenait de plus en plus agressif. Soudain, on entendit le bruit de verre brisé. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je.
Je crois qu'il a cassé quelque chose. Daniel, criai-je. Arrête ça tout de suite. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas mon argent. Un autre bruit de verre brisé, puis un fracas comme si un meuble était tombé. Ça suffit, dit Émilien. J'y vais. N'y va pas. Il pourrait te frapper. C'est mon fils. Il ne me frappera pas. Émilien, il n'est plus lui-même. Ne prends aucun risque. Mais mon mari avait déjà ouvert la porte de la chambre et se dirigeait vers les escaliers. Je le suivis. Le salon était un désastre. Daniel se tenait au milieu de la pièce, tenant un vase qu'il s'apprêtait à jeter par terre. Céline était assise sur le canapé, les mains sur le visage. Daniel, dit Émilien. Arrête ces bêtises. Ah, papa. Son fils se tourna vers lui. Enfin, tu sors. Où sont les clés du coffre-fort? Je ne te donnerai aucune clé. Sors de la maison. Je ne pars pas. Pas avant d'avoir eu ce qui m'appartient. Daniel jeta le vase par terre. Il se brisa en 1000 morceaux. Voilà ce que je pense de votre argent, cria-t-il. Daniel, j'essayais de parler calmement. On peut en discuter, mais pas maintenant. Pas dans un moment comme celui-ci. Non, maman. On en discute maintenant. Vous avez bloqué mon compte. Pourquoi? Parce que tu dépenses de l'argent pour les jeux. Parce que tu m'as humilié au restaurant. Humilié? J'ai dit la vérité. Vous contrôlez toujours tout le monde. Je ne te contrôle pas. Je ne veux juste pas que mon argent soit dépensé pour ruiner ta vie. Daniel s'approcha de la bibliothèque et la poussa de toutes ses forces. La bibliothèque vacilla et des livres tombèrent. Daniel, arrête, cria Émilien. Tu casses nos affaires. Nos affaires? Tout ça devrait être à moi. Je suis l'héritier. Plus l'héritier. J'ai changé le testament. Quoi? Maintenant, tout ira à Chloé. Tu as montré que tu n'es pas digne de l'héritage. Le visage de Daniel se tordit de rage. Il attrapa une lourde statuette en bronze sur la table. Pas digne. Pas digne. J'ai travaillé dans votre entreprise toute ma vie. Je vous ai aidé. Tu as travaillé jusqu'à ce que tu commences à jouer, dis-je. Maintenant, tu ne fais que gaspiller notre argent. Alors prends ça. Il jeta la statuette sur le miroir. Le miroir se brisa avec un fracas assourdissant. Daniel, arrête, cria Céline. Tu avais promis que tu parlerais juste. Parler? On ne peut pas parler à ces gens. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mon fils attrapa une photo encadrée sur la commode, notre photo de famille prise il y a quelques années, et la jeta par terre. Le verre se brisa et la photo fut déchirée. Voilà ce que je pense de la famille, cria-t-il. C'en était trop. Je ne pouvais pas regarder mon fils détruire notre maison, nos souvenirs. Arrête ça, criai-je. Sors d'ici, maintenant. Je ne partirai pas. Pas avant d'avoir eu l'argent. Émilien essaya de s'approcher de son fils, mais il le repoussa. Ne m'approche pas, cria Daniel. Tu n'es pas mon père. Un père ne prend pas l'argent de son fils. Il se précipita vers les escaliers, ayant apparemment l'intention de monter dans notre chambre. Arrête, cria Émilien. N'entre pas dans la chambre. J'irai. Je trouverai l'argent. Mon mari essaya de l'arrêter, mais Daniel le poussa si fort qu'Émilien tomba. Émilien, criai-je en me précipitant vers lui. Je vais bien, dit-il en se relevant. Mais c'en est trop. Daniel montait les escaliers. Je l'entendis entrer dans notre chambre et ouvrir les placards. Émilien, il est devenu fou, dis-je. Il faut faire quelque chose. Je sais quoi faire, répondit mon mari. Il entra dans son bureau et revint avec un fusil de chasse. C'était un vieux fusil qu'il avait acheté de nombreuses années auparavant pour la chasse au canard. Nous ne l'avions pas utilisé depuis longtemps, mais Émilien le gardait toujours en bon état de fonctionnement. « Émilien, que fais-tu » demandai-je. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Il chargea le fusil et se dirigea vers les escaliers. « Daniel » cria-t-il. « Descends, maintenant. » Je ne descends pas. Je cherche l'argent. Descends, ou je monterai te chercher. Essaie pour voir. Émilien commença à monter les escaliers. Il tenait le fusil dans ses mains, mais ne le pointait pas sur son fils. Une minute plus tard, ils descendirent tous les deux.
Daniel était décoiffé, tenant ma boîte à bijoux dans ses mains. « Que as-tu là ?» demandai-je. « Tes bijoux. Je vais les vendre. »« Repose-les. »« Je ne les reposerai pas. C'est une compensation pour ce que vous m'avez pris. »« Daniel, dit Émilien. Repose la boîte et sors de la maison. »« Sinon quoi ? Tu vas tirer sur ton propre fils ? » ?»« S'il le faut. » Émilien leva le fusil et le pointa vers le plafond. « Je te le dis pour la dernière fois. Sors de cette maison. »« Je ne partirai pas. » Émilien appuya sur la gâchette. Un coup de feu assourdissant retentit. Du plâtre tomba du plafond sur le sol. Daniel et Céline se figèrent d'horreur. Ils ne s'attendaient manifestement pas à ce que cela aille jusqu'à un coup de feu. « Le prochain tir ne sera pas au plafond, dit calmement Émilien. Sors de ma maison, maintenant. »« Papa » essaya de dire Daniel, mais sa voix tremblait. « Je ne suis pas ton père. Un fils ne détruit pas la maison de ses propres parents. »« Mais. »« Pas de mais. Sors d'ici. » Daniel posa la boîte sur la table. « Ce n'est pas fini, dit-il. Je reviendrai. »« Si tu reviens, j'appelle la police. » Daniel et Céline se dirigèrent vers la porte. À la porte, son fils se retourna. « Vous le regretterez, dit-il. Vous le regretterez. » Ils sont partis. Nous sommes restés seuls dans le salon dévasté. « Mon Dieu, dis-je. Qu'est-ce qu'il a fait ? » Il a fait ce qu'il devait faire. Il a montré son vrai visage. Émilien, et s'il revient vraiment ? Alors nous appellerons la police. Ou je lui tirerai dessus. Ne dis pas ça. Martine, cet homme n'est plus notre fils. Notre fils est mort le jour où il a commencé à jouer. J'ai regardé la pièce dévastée. Vase brisé, meubles renversés, éclats de miroir. Tout devait être nettoyé et réparé. Mais le pire, c'est que je savais qu'il serait impossible de réparer ma relation avec mon fils. Que allons-nous faire ? Demandai-je. Nous nettoierons tout demain matin. Nous changerons les serrures. Nous installerons un système d'alarme. Et pour Daniel ? Daniel, c'est fini. Il a fait son choix. Nous sommes montés dans la chambre. C'était aussi le désordre. Daniel avait fouillé dans nos affaires à la recherche d'argent. Mais nous devions bien dormir quelque part. Émilien, et si les gens à qui il doit de l'argent viennent nous chercher ? Alors nous dirons que nous ne sommes pas responsables de ces dettes. Et s'ils ne comprennent pas ? Ils comprendront quand ils verront le fusil. Je me suis couché, mais je n'ai pas pu dormir. Trop d'émotions, trop de chocs. Mon propre fils était venu chez nous comme un cambrioleur. Il avait cassé des meubles, exigé de l'argent et nous avait menacés. Et c'était le même garçon que j'avais autrefois bercé dans mes bras et à qui j'avais chanté des berceuses. Le matin, vers 7 heures, Chloé a appelé. « Maman, comment vas-tu » demanda-t-elle. « Mal, ma chérie. Très mal. Que s'est-il passé ?» Je lui ai raconté la visite de mon frère cette nuit-là. Comment il a saccagé la maison, comment mon père a tiré au plafond. « Mon Dieu, dit ma fille. J'arrive tout de suite. Viens vite. J'ai besoin de ton soutien. » Chloé est arrivée comme promis. Quand elle a vu le salon dévasté, elle a eu le souffle coupé. « Maman, c'est un cauchemar. »« Oui, ma chérie. Ton frère nous a montré de quoi il est capable. » Nous avons commencé à ramasser les morceaux cassés et à déplacer les meubles. Le travail était dur, mais il m'aidait à ne pas penser aux mauvaises choses. Même si je savais que nettoyer de la vaisselle cassée était beaucoup plus facile que de réparer une famille brisée. « Chloé, dis-je, peut-être avons-nous fait une erreur quelque part. Peut-être aurions-nous dû le gérer différemment. »« Non, maman. Vous avez tout fait correctement. Daniel a juste choisi sa propre voie. Mais c'est mon fils. » C'était ton fils. Maintenant, c'est juste un homme qui joue dans les casinos et détruit la maison de ses parents. Ma fille avait raison. Le Daniel que j'avais mis au monde et élevé n'existait plus. Il ne restait qu'un homme obsédé par le jeu et prêt à tout pour de l'argent. Et je devais vivre avec cet homme, sachant qu'il pouvait revenir, exiger quelque chose à nouveau, me menacer à nouveau. Mais j'étais prête à ça. J'ai fait mon choix, et maintenant je m'y tiendrai. Daniel n'obtiendra plus un centime de moi. Et s'il ne se ressaisit pas, il sera toujours un étranger pour moi.